Alors bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette capsule qui traite la deuxième partie du cours de GRH relatif à la formation. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu les définitions de la formation, les logiques de formation à travers le temps et les objectifs de la formation. Ainsi, on s'est arrêté à ce niveau, notamment le plan de formation, qui constitue un dispositif qui retrace clairement les actions de formation, mais également les étapes du diagnostic en amont et d'évaluation en aval. En fait, on avait vu la dernière fois qu'il n'existe pas de plan de formation type ou modèle universel. Tout dépend des choix de l'entreprise. Néanmoins, il doit répondre à une logique importante. Toute action de formation est précédée d'un diagnostic des besoins et suivie d'une évaluation. Ainsi, nous allons traiter ces trois composantes du plan de formation, à savoir l'analyse des besoins en formation, aussi bien pour l'entreprise que pour les employés, les actions de formation qui diffèrent en termes de besoins, de contenu et de modalités de déroulement. Et finalement, le troisième point, c'est l'évaluation de la formation, c'est-à-dire le degré de compréhension et éventuellement l'impact de la formation sur la performance au travail. L'analyse des besoins de formation est une étape critique qu'il faut mener de manière efficace et très pointue. C'est parmi les clés de réussite d'un plan de formation et permet d'éviter le problème lié à des formations non adéquates, ce qui constitue par conséquent des charges inutiles pour l'entreprise plutôt qu'un investissement. De ce fait, cette phase de diagnostic est très importante et conditionne la réussite de la formation en général. Ainsi, le besoin en formation provient de deux sources différentes, notamment les projets d'entreprise et les attentes des employés. Les projets de l'entreprise, généralement prévus selon les orientations stratégiques et opérationnelles de l'entreprise. Et ce sont généralement les cadres supérieurs, en concertation avec la fonction RH, qui définissent le besoin en formation qui émane des projets d'entreprise. Ainsi, il s'agit de repérer dans l'environnement externe de l'entreprise ce qui est susceptible d'évoluer de façon significative, notamment les évolutions réglementaires, commerciales, technologiques, bref, tous les changements externes susceptibles d'impacter l'entreprise et de remettre en cause les compétences de ses salariés, mais aussi de repérer ce qui pourrait changer en interne. Puis, pour chaque changement majeur, que ce soit en externe ou en interne, il va falloir faire le point sur les compétences disponibles des collaborateurs et celles qu'il faudra développer, notamment grâce à la formation. D'ailleurs, le tableau suivant revient sur des exemples de catégories de changements, externes et internes, dans le cadre des projets d'entreprise susceptibles de constituer un besoin en formation. Alors, pour les changements externes, on retrouve des changements de nature commerciale, en l'occurrence une exigence de normes de qualité, par exemple l'ISO 9001, surtout pour les entreprises qui opèrent dans l'agroalimentaire, une modification de règles ou de procédures douanières pour une entreprise qui importe et qui exporte de l'étranger. Donc il faut penser à actualiser les connaissances, le savoir dans ce sens pour respecter les procédures. Il y a également le changement technologique qui figure d'ailleurs parmi les changements les plus observés aujourd'hui. Donc tout ce qui est digital est tellement rapide qu'il nécessite une montée en compétences permanente, d'où un besoin en formation pour développer des compétences liées à l'intelligence collective, par exemple, à l'innovation, à l'agilité individuelle et collective. Au niveau des changements internes, ça peut concerner un développement d'une nouvelle activité, un changement ou un élargissement de gamme de produits qui implique des compétences et un savoir-faire spécifiques à la nouvelle production. Un départ massif à la retraite, par exemple, où il faudra former les collaborateurs pour qu'ils puissent assurer la bonne relève. Et généralement, cette formation est assurée par les futurs retraités afin qu'ils transmettent une partie de leur savoir-faire dans un domaine particulier. Donc, en gros, ce sont des exemples de changements qui nécessitent des formations dans un souci d'adaptation. Une fois que ces changements sont identifiés, la fonction RH, en collaboration avec les différents responsables, définit ses actions de formation à travers un exemple de questionnement suivant. Sur quoi va impacter ce changement? Qui est concerné par ce changement? Ce changement nécessite de nouvelles compétences, lesquelles? L'entreprise dispose-t-elle de ces compétences en interne et qui les détient? Et là, l'entreprise pourra s'appuyer par exemple sur l'expertise de l'un de ses collaborateurs pour qu'il puisse former les autres. Alors, doit-on prévoir une formation pour renforcer ou acquérir ces compétences?
À quelle période peut-on réaliser cette formation? C'est tout un planning pour voir la disponibilité des collaborateurs et des formateurs, et ainsi de suite. Ce besoin de formation est-il prioritaire? C'est par rapport à l'urgence, la priorité de la formation. Et généralement, les formations les plus proches répondent à un besoin immédiat. Alors jusqu'ici, nous avons vu les besoins en formation exprimés par l'entreprise. Ce dernier peut également émaner des collaborateurs ou des employés et de leurs attentes individuelles. Ainsi, l'élaboration du plan de formation tient compte du résultat des entretiens annuels d'évaluation conduits par les responsables hiérarchiques avec leurs subordonnés durant lesquels sont abordées des questions liées aux besoins en formation. Il y a également le compte personnel de formation qui permet à l'employé de bénéficier d'un crédit horaire de formation durant tout son parcours professionnel et donc il peut exprimer sa demande de formation en fonction de ses besoins. Par exemple, un salarié qui souhaite bénéficier d'une formation en langue vivante, par exemple, une formation en soft skills, en manipulation de logiciels, selon ses préférences personnelles. Ensuite, finalement, le besoin individuel peut également s'exprimer à travers des questionnaires administrés de temps à autre par l'entreprise ou par un service afin d'extraire les formations dont les salariés auront besoin. Finalement, le besoin en formation détecté doit être en cohérence avec les projets d'entreprise. Alors l'objectif est de proposer des formations optimales qui répondent au mieux à la fois aux projets d'entreprise, mais également aux attentes individuelles. Donc cette mission repose sur une capacité à trouver les compétences adéquates, à équilibrer et opérer des arbitrages en termes de formation. La deuxième grande étape est relative aux actions de la formation, c'est-à-dire le contenu de la formation ou sur quoi va porter cette formation. Et là, on revient aux trois types de compétences que nous avons vus lors de la première partie du cours, notamment le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui sont classés généralement en deux catégories. Donc la première catégorie concerne des formations liées au savoir et au savoir-faire. Ce sont des actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien de l'emploi. Par exemple, une formation en anglais des affaires, en marketing digital et ainsi de suite. La deuxième catégorie revient plus sur des formations spécifiques au savoir-être, notamment des actions de développement personnel et de compétences relationnelles et comportementales. À titre d'exemple, des formations en gestion de stress, en résolution de problèmes en équipe, une communication en gestion de crise, l'agilité et ainsi de suite. Alors, toujours dans les actions de formation, il faut ensuite opérer des choix. S'il s'agit d'une formation intra-entreprise, c'est-à-dire une formation qui regroupe uniquement les salariés d'entreprise suite à un besoin commun exprimé en matière de formation, ou bien une formation inter-entreprise qui regroupe des salariés de différentes entreprises. Celle-ci est organisée par un formateur externe, souvent. Donc généralement, le choix se fait en fonction du nombre de participants. Une entreprise opte souvent pour une formation inter-entreprise si le besoin en formation concerne une personne ou deux. Et dans ce cas, il serait coûteux pour l'entreprise d'organiser toute une formation et toute la mobilisation logistique qui en découle pour un faible nombre de participants. D'où le choix de les inscrire dans une formation inter-entreprise plutôt qu'intra, assurée notamment par un organisme externe qui réunit plusieurs bénéficiaires issus de différentes entreprises. Après, il va falloir aussi choisir entre une formation en interne, c'est-à-dire assurée par un salarié de l'entreprise, ou par un formateur externe. Il ne faut surtout pas confondre cette catégorie ou ce choix avec la formation inter et intra, puisque les deux, que ce soit la formation en interne ou par les organismes externes, concernent uniquement les salariés de l'entreprise. Alors, et le troisième choix à faire, c'est entre une formation pendant les heures de travail ou hors temps de travail. Pour la formation pendant les heures de travail, les salariés perçoivent leur salaire normal, y compris les heures de formation. C'est-à-dire que les heures de formation sont comprises dans la charge horaire des employés. Pour la formation hors temps de travail, les participants ont droit à une indemnité liée aux frais de déplacement, d'hébergement, au cas où la formation est organisée dans une autre ville ou un autre pays, et des frais de restauration.
Ce sont généralement les formations organisées durant le week-end, par exemple. Et finalement, le budget alloué à cette formation en fonction des charges calculées, que ce soit en interne ou en externe. Alors, après avoir détaillé les composants d'un plan de formation, en l'occurrence l'analyse des besoins et les actions de formation, on passe au troisième et dernier point relatif à l'évaluation de la formation. En effet, évaluer une formation, c'est tout simplement s'assurer que celle-ci est bien comprise et bien appliquée. Ensuite, vérifier si elle est cohérente avec les objectifs tracés au début. Donc, on retrouve tout d'abord l'évaluation pédagogique à chaud. C'est une évaluation immédiate après la formation qui permet de renseigner sur la satisfaction des employés vis-à-vis le contenu, l'attitude du formateur, en général l'ambiance générale de la formation. Ensuite, une évaluation à moyen terme qui consiste à observer et analyser les effets de la formation sur la performance au travail, soit sur la base de l'appréciation du supérieur hiérarchique ou bien à l'aide de systèmes d'information spécialisés qui réalisent une comparaison entre la performance ou le rendement avant et après formation. Et finalement, une évaluation plus stratégique à long terme qui compare les résultats de la formation avec les objectifs tracés. Elle permet aussi d'apprécier la cohérence entre la stratégie de formation et bien évidemment la stratégie de l'entreprise. Autrement dit, si cette formation s'inscrit effectivement dans les orientations stratégiques de l'entreprise en se référant au projet d'entreprise réalisé chaque année. Alors le cinquième et dernier point est lié au coût de la formation. Toute formation engendre naturellement des coûts de fonctionnement et d'équipement. Donc on distingue entre les coûts externes, au cas où la formation est réalisée en dehors des locaux de l'entreprise ou assurée par des formateurs externes. Il faut également prendre en considération les coûts en interne, notamment les coûts de fonctionnement, en l'occurrence la rémunération et les charges sociales des formateurs, les charges sociales des participants, mais également des dépenses d'équipement liées au matériel, à l'aménagement par exemple des choix utilisés ou des locaux, l'aménagement des locaux utilisés exclusivement pour la formation. C'est pour cette raison qu'il faut bien gérer sa politique de formation de telle sorte à ce qu'elle atteigne les objectifs tracés au préalable et par conséquent de rentabiliser les coûts dépensés. Donc voilà, ce cours touche à sa fin. Merci pour votre attention et à très bientôt.